Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accès au crédit et aux services financiers. Dans les années 60, il y a eu un fort effort de la part de nombreux gouvernements de pays en développement pour prêter aux pauvres, avec cette idée que l'accès au crédit était une manière de garantir un enrichissement de tous. Il y a eu de gros programmes d'accès au crédit subventionnés dans de nombreux pays. Et puis dans les années 70 et encore dans les années 80, les gouvernements avaient pour la plupart abandonné tout espoir de prêter aux pauvres et d'être remboursés. Ces programmes se sont effondrés avec un défaut de remboursement presque total dans de nombreux cas. Quelques États continuaient néanmoins à subventionner des programmes de crédit pour les pauvres, mais ces programmes fonctionnaient quasiment comme des allocations. Il y avait assez peu de... même s'ils étaient présentés comme du crédit, il y avait en fait assez peu d'espoir d'être de fait remboursés, c'était plutôt comme une rente. Donc, par exemple, en Inde, avec la nationalisation des banques à la fin des années 60 et encore au début des années 80, il y a eu un développement très fort d'agences bancaires dans les zones rurales. Et une étude de Robin Burgess et Rohini Pandey a montré que, de fait, ces agences ont permis de réduire la pauvreté, mais que faire augmenter les revenus des gens de $1 grâce à ce système d'agences coûte en fait presque $3. Donc ça coûte, de fait, les gens s'enrichissent, mais ça coûte plus d'argent au gouvernement de les faire s'enrichir que ce que ça ne leur rapporte à eux. Ce qui a été montré en Inde et aussi dans d'autres pays, comme par exemple au Brésil, c'est que les prêts comme les prêts n'étaient souvent pas remboursés, ils étaient considérés comme des objets tout à fait précieux et étaient souvent accaparés par plutôt les plus riches des régions rurales plutôt que les pauvres, et étaient souvent utilisés à des fins de patronage politique. Par exemple, une étude de Sean Cole montre qu'en période électorale, les crédits agricoles augmentent de 5 à 10 points de pourcentage, particulièrement, comme par hasard, dans les districts où les élections sont très serrées, et particulièrement dans les districts où une victoire pour le parti au pouvoir serait bienvenue. Or, ces prêts supplémentaires qui sont attribués, on peut aussi montrer qu'ils ne sont pas productifs, dans le sens où ils ne se traduisent pas par une augmentation correspondante de la production ou de la productivité agricole. Donc, ce sont simplement des exemples, mais qui traduisaient une tendance générale, et donc les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI préconisaient finalement l'arrêt de programmes de prêts massifs venus des gouvernements aux pauvres. Or, pourtant, ce constat, non, il n'est pas possible de prêter aux pauvres, semble être en contradiction avec le fait qu'il y a toujours eu, et il y a toujours, des institutions formelles de crédit, comme des prêteurs ou des usuriers de village, qui prêtent aux gens avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, mais qui arrivent à se faire rembourser, des systèmes de prêts en groupe, comme ce qu'on appelle par exemple les tontines, où les gens se prêtent à eux-mêmes et chacun récupère le pot à son tour, et des systèmes d'assurance informels basés soit sur des crédits remboursables, soit tout simplement sur des transferts et des dons à ses voisins quand la situation le demande. Donc tous ces systèmes informels qui ne reposent pas, qui pourtant n'ont pas le bénéfice de contrats, n'ont pas le bénéfice de cours de justice, de police, etc., arrivent bien à fonctionner, ce qui montre qu'il devrait être possible d'organiser un système de crédit. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu avec ce qu'on a appelé la révolution de la microfinance,
qui démarre, disons, dans l'histoire officielle en 1976, quand Mohamed Younous, qui était à l'époque un professeur d'économie au Bangladesh, crée la Grameen Bank. La Grameen Bank est une institution qui arrivait, avec un système que je vais décrire en détail d'ici peu, à faire des tout petits prêts à des femmes pauvres. À partir des débuts, les premiers prêts de Mohamed Younous à ces femmes correspondaient à une dizaine de femmes. Et depuis, à partir de ces débuts modestes, le microcrédit est devenu un phénomène mondial. Donc, il y a aujourd'hui 25 milliards d'encours, 150 à 200 millions de clients et des taux de remboursement extrêmement élevés, autour de 97-98%. Ce qui est important à signaler, et on va y revenir, c'est que la plupart des institutions de microcrédit, pas toutes, mais la plupart des institutions de microcrédit ont un but soit pas pour profit, soit même commercial, mais sont rentables, c'est-à-dire n'ont pas besoin de subventions pour survivre. Le microcrédit est devenu un phénomène majeur. D'une part, il a été récompensé en 2006 par le prix Nobel, qui a été attribué conjointement à Mohamed Younous et à la Grameen Bank, donc à toutes les femmes emprunteurs de la Grameen Bank. Donc ça, c'est sur le plan de la reconnaissance à la fois académique et institutionnelle. Au point de vue des investisseurs, le microcrédit est aussi tout à fait bien reconnu. L'exemple le plus récent est l'offre publique d'achat de Compartamos, une institution de microcrédit mexicaine qui a déclenché un véritable enthousiasme auprès des investisseurs et a énormément enrichi les fondateurs de Compartamos. Donc il y a un succès à la fois d'estime, récompensé par le prix Nobel, et de business, récompensé, si on peut dire, par l'offre publique d'achat de Compartamos. On reviendra un petit peu à la tension entre ces deux objectifs. Aujourd'hui, les institutions de microcrédit essayent de dépasser le crédit pour devenir des institutions de microfinance, d'où le F ici, institution de IMF pour institution de microfinance. Elles essayent de fournir d'autres services financiers, donc au-delà des prêts en groupe qui forment le produit de base du microcrédit, des prêts individuels plus importants pour financer une activité plus grande, par exemple pour des petites entreprises plutôt que pour des ménages, des services d'épargne, et aussi, c'est un peu la nouvelle frontière des services d'assurance. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'abord prendre un petit peu de recul pour essayer de bien comprendre la révolution du microcrédit ou de la microfinance, prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre pourquoi prêter aux pauvres peut être difficile, pourquoi de fait les pauvres ont plus de chances d'être exclus du marché du crédit que les riches. Donc, nous allons d'abord voir ça d'un point de vue théorique, et ensuite nous allons essayer de regarder en pratique si ces contraintes théoriques sont de fait importantes sur le terrain, sont réelles. Et surtout, lesquelles de ces contraintes sont réelles. Ayant vu ça, cela nous permettra de jeter un éclairage sur les innovations que la révolution de la microfinance a apportées pour surmonter ces contraintes. Et on verra qu'elles se sont de fait attachées aux vraies contraintes sur le marché du crédit. Et nous verrons un petit peu mécanisme par mécanisme institué par la microfinance, jusqu'à quel point chacune de ces innovations sont responsables de la capacité des institutions de microfinance à prêter et à se faire rembourser. Ensuite, ayant fait ça, nous examinerons si le microcrédit aide vraiment les pauvres. Et dans ce cas, comment ? Et on verra que malheureusement, il y a moins de données sur cette question qu'on aimerait en avoir, que la recherche en est au tout début dans ces questions. Et enfin, de la même façon que les institutions de microfinance le font aujourd'hui, nous dépasserons la question du crédit pur pour nous attacher aux autres services financiers dont les pauvres peuvent avoir besoin, en particulier l'épargne et l'assurance. Alors commençons par prendre un petit peu de recul et réfléchir ensemble aux obstacles pour accéder au crédit, aux obstacles sur le marché du crédit. Donc il y a deux types d'obstacles qui sont généralement mis en avant. Un est ce qu'on appelle l'aléa moral, je vais décrire en détail ce que c'est, et l'autre l'antisélection. À cause de ces deux obstacles,
on verra que prêter aux pauvres coûte cher, en particulier parce qu'ils ont besoin de tout petits prêts. Donc prêter aux pauvres coûte cher. Ça demande donc, pour être rentable, des taux d'intérêt élevés. Et donc une troisième contrainte qui est souvent mise en avant, ou qui était mise en avant par les gouvernements avant l'institution du microcrédit, c'est les pauvres, les projets. Il faudrait faire subir des taux d'intérêt tellement élevés pour pouvoir prêter aux plus pauvres de manière rentable qu'à ce prix-là, les pauvres ne voudraient pas du crédit puisque finalement leurs projets ne sont pas suffisamment rentables pour justifier cela. Donc il n'est pas possible de prêter aux pauvres sans subventionner les taux d'intérêt. Donc nous étudierons cela en détail. Alors commençons par l'aléa moral. La question de l'aléa moral, pour la traduire en français courant, c'est est-ce que vous allez vous enfuir avec l'argent que je vous ai donné? Imaginons que vous deviez emprunter pour démarrer un projet, et ce projet est rentable. Donc il vous faut K euros, mais si je vous donne K euros, vous finissez votre projet et ça vous rapportera plus que K euros. Donc si vous possédez déjà une certaine richesse, par exemple W, vous devez emprunter K moins W. On pourrait penser à acheter une maison. Si vous avez déjà 100 000 euros, vous devez emprunter encore 200 000 euros. Et donc vous devrez rembourser ce que vous avez emprunté, qui est K moins W, fois 1 plus le taux d'intérêt. Donc ça, c'est ce que vous ferez si vous remboursez. Mais imaginons que vous ayez aussi la possibilité de vous enfuir avec l'argent en payant un coût. Par exemple, vous êtes Madoff et vous pouvez construire des villas sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas le meilleur usage de l'argent pour vous, mais c'est quand même, ça vous permet de vous enfuir sans rembourser. Donc ça vous coûte un petit peu d'argent. Donc état K. Donc si le coût de vous enfuir avec l'argent est plus faible que le coût de rembourser, eh bien vous partirez sans rembourser. Donc plus vous pouvez hypothéquer, moins vous avez la tentation de vous enfuir avec l'argent. C'est pour ça que quand vous empruntez pour une maison, on vous demande de mettre une partie de l'argent sous forme de cash. Donc plus vous pouvez hypothéquer, plus vous avez de chances de rembourser, moins vous pouvez hypothéquer, plus vous risquez de vous enfuir avec l'argent. Or, les banques, évidemment, ne veulent pas vous prêter un montant suffisant pour vous encourager à partir avec l'argent. Donc, dans ce modèle vraiment très très simple, vous ne pouvez emprunter qu'un certain multiple du montant de vos actifs. Donc si vous avez W, vous pourrez emprunter 4 fois W ou 5 fois W. On le voit très bien par exemple quand on essaye d'acheter une maison ou jusqu'à récemment, à juste titre, on vous demandait de mettre une certaine partie du montant de la maison vous-même. Ce que ça signifie évidemment, c'est que plus vous êtes pauvre, moins vous pouvez emprunter, quelle que soit la rentabilité de votre projet. Donc voilà une première contrainte de marché du crédit toute simple, plus vous êtes pauvre, moins vous pouvez emprunter. Ça ne veut pas dire pour l'instant que vous êtes complètement coupé du marché du crédit, mais ça veut dire que l'emprunt qu'on va bien vouloir vous consentir sera faible, sera de petits montants. Alors voyons maintenant pourquoi le fait, c'est une première contrainte, c'est-à-dire vous êtes limité sur les montants, quelle que soit par ailleurs la valeur de vos idées. Et cette première contrainte, le fait que vous soyez limité sur les montants, nous conduit à une deuxième contrainte. Si on rajoute quelque chose de très simple, c'est que la banque, pour éviter que vous partiez sans payer, la banque doit payer des coûts de surveillance, des coûts de contrôle. Mettons par exemple que si elle ne paye pas ses coûts de contrôle, vous pouvez vous enfuir sans payer aucun argent. Donc si elle ne paye pas au moins un coût de contrôle, eh bien tout le monde partirait avec l'argent. Donc pour chaque emprunt, la banque doit avoir quelqu'un qui vérifie que vous remplissiez bien vos obligations tous les mois, etc. Or, on peut penser que ce coût n'est pas proportionnel à la somme engagée par la banque. Par exemple, de toute façon, si vous ouvrez un compte, il faut que vous ayez votre propre compte, même si ce compte est de 1 000 euros ou de 100 000 euros, vous avez toujours votre propre compte. Donc le coût qui est engagé par la banque en termes de contrôle est en partie un coût fixe. Il n'est pas seulement proportionnel. Alors, pour caricaturer un peu, disons que le coût est entièrement fixe, que prêter 1 euro coûte autant à la banque que prêter 1 million d'euros. Évidemment, c'est une caricature, mais prenons ça comme cas limite pour l'instant, et après, la logique s'applique parfaitement
si le coût est en partie fixe et en partie proportionnel. Quand il y a un coût fixe pour prêter, il y a ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Pour couvrir ces frais fixes de contrôle, la banque doit fixer des taux plus élevés pour rentrer dans ses frais. Mais en fixant des taux plus élevés, comme on l'a vu dans le transparent précédent, elle augmente la tentation de s'enfuir avec l'argent sans rembourser. Donc elle augmente le risque de défaut, et du coup elle doit encore plus augmenter ses taux d'intérêt de manière à couvrir le risque de défaut. Donc on a un effet multiplicateur qui a deux conséquences. D'abord, il peut y avoir maintenant un coût très important entre le coût de l'argent, c'est-à-dire ce que coûte l'argent à la banque, le taux d'intérêt pour elle, le taux interbancaire, ou les taux d'intérêt qu'elle va consentir à ses clients. Même un petit coût de contrôle, comme on en a parlé, se trouve démultiplié, il démultiplié par cet effet que je vais augmenter les taux d'intérêt pour couvrir le coût et du coup j'augmente le risque de défaut. Donc le taux d'intérêt est extrêmement sensible au coût de l'argent et au coût de contrôle. Une deuxième conséquence, c'est qu'il est possible qu'il n'y ait pas de taux d'intérêt qui permette à la banque de rentrer dans ses frais. C'est-à-dire, elle augmente les taux d'intérêt pour couvrir le coût de contrôle. Par là, elle augmente la tentation de défaut. Elle devrait augmenter le taux d'intérêt qui fait augmenter aussi la tentation de défaut. Et finalement, le taux d'intérêt devrait être infini pour permettre de prêter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de remboursement. Il n'y a plus de prêt possible. Or, cela est d'autant plus possible que vous êtes moins capable, que votre richesse personnelle est plus faible. Donc on a une deuxième contrainte de crédit qui est plus grave, qui est que vous pourriez être complètement coupé du marché du crédit. C'est-à-dire, si vous êtes suffisamment pauvre, que vous n'avez pas beaucoup à hypothéquer, il est possible que la banque refuse de vous prêter quoi que ce soit. Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans ses frais, il n'y a pas de taux d'intérêt qui lui permette de vous prêter et de rentrer dans ses frais. Pour mettre ça en français courant, les coûts de contrôle sont suffisamment élevés pour que vérifier ce qui se passe sur un tout petit emprunt de $100, par exemple, comme les prêts du microcrédit, ce soit simplement trop cher pour la banque. Par ailleurs, même si cela n'arrive pas, il est possible que, comme les taux, on a dans ce modèle que paradoxalement, et de manière en quelque sorte injuste, les pauvres doivent payer des taux d'intérêt plus élevés que les riches, puisqu'ils ont plus de tentation de s'en aller avec l'argent. Donc on va avoir que plus vous empruntez, moins le taux d'intérêt est élevé, puisqu'il y a une base plus élevée pour que la banque rentre dans ses frais de contrôle. Et par ailleurs, si vous êtes suffisamment pauvre, il est possible que vous soyez entièrement coupé du marché du crédit. Donc ça, c'est le premier type de problème qui explique qu'il soit particulièrement difficile de prêter aux pauvres, et en particulier qu'il puisse être difficile que les pauvres aient à supporter des taux d'intérêt plus élevés ou même n'aient simplement pas accès au marché du crédit. Donc c'est ce qu'on appelle un échec du marché. Deuxième type d'asymétrie d'information qui peut aussi se traduire en une contrainte du crédit complète pour les plus pauvres, c'est ce qu'on appelle la sélection adverse ou l'antisélection. Alors imaginez maintenant que les individus diffèrent. C'est-à-dire certaines personnes, pour elles, c'est très très facile de s'en aller avec l'argent, et pour d'autres, c'est plus difficile. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont plus honnêtes que d'autres, si c'est un coût moral, par exemple. Imaginez que ce soit quelque chose que la banque ne puisse pas observer. La banque ne le voit pas. Donc certains dans ce modèle empruntent alors qu'ils ont l'intention de ne jamais rembourser. Ils ont un très petit coût de rembourser, donc de toute façon, ils ont l'intention de s'enfuir avec l'argent, mais malheureusement, la banque ne peut pas l'observer. Donc il y a encore un effet multiplicateur dans ce modèle. C'est-à-dire les banques vont vouloir augmenter leur taux d'intérêt pour couvrir leurs pertes, mais ce faisant, elles découragent les meilleurs emprunteurs, ceux qui avaient précisément l'intention de rembourser. Parce que ceux qui n'avaient pas l'intention de rembourser, pour eux, le taux d'intérêt n'est pas vraiment un problème. Donc en augmentant le taux d'intérêt, les banques empirent la qualité de leur groupe d'emprunteurs et donc doivent augmenter encore plus le taux d'intérêt pour justifier ça. Et là, à nouveau, on peut arriver dans une situation où il n'y a tout simplement pas de taux d'intérêt qui permette le prêt. Et à nouveau,
cela a plus de chances d'arriver pour les gens qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en mesure de proposer des actifs à hypothéquer. Donc à nouveau, les pauvres peuvent se trouver complètement coupés de tout marché du crédit. Une autre caractéristique de ce type de marché, c'est que même si au départ il y a une forte compétition entre les banques, dans ce type de monde, il y a beaucoup moins de compétition ex post. Parce qu'une fois qu'une banque a payé les coûts pour vérifier qui vous êtes, etc., eh bien, vous n'avez pas envie de changer de banque qui devra à nouveau payer les coûts et vous faire payer ça sous la forme de taux d'intérêt. Et comme vous n'avez pas envie de changer de banque, comme seuls les gens dont la banque a réussi à comprendre qu'ils n'étaient pas de bons payeurs ont envie de changer de banque, ça augmente le problème d'antisélection pour tous les nouveaux emprunteurs. C'est-à-dire, si vous êtes un nouvel emprunteur, vous êtes a priori suspect. Parce que pourquoi avez-vous voulu quitter votre banque? Donc, ça crée des situations où, même si le marché est au départ compétitif, ex post, ça crée une situation de dépendance entre l'emprunteur et la banque avec qui il a institué une relation. Une fois que cette situation de dépendance existe, la banque peut faire payer des taux d'intérêt de plus en plus élevés sans risquer de perdre son client, puisque pour lui, il est extrêmement difficile de changer de banque. Et c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, parmi les usuriers de villages, qui sont des petites banques, si vous voulez, où on peut voir, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, malgré un grand nombre d'usuriers. Mais ce qui se passe, c'est que les usuriers refusent de prendre les clients des autres, en particulier parce que ça leur demande beaucoup de mal de vérifier que la personne va de fait rembourser. Et donc les gens sont coincés dans une relation bilatérale avec l'usurier avec qui ils travaillent, qui peut donc augmenter le taux d'intérêt de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc si l'aléa moral et l'antisélection sont des contraintes réelles, le marché du crédit peut conduire à un piège de pauvreté, à la fois au niveau individuel et au niveau de la société. Au niveau individuel, parce que, étant pauvre, comme je ne peux pas avoir accès au marché du crédit, même si j'ai une formidable idée pour commencer une nouvelle activité, je ne vais pas pouvoir la financer. Donc être pauvre fait que je reste pauvre. Et au niveau de la société, parce que des institutions qui permettent un meilleur fonctionnement du marché du crédit, par exemple des bureaux de crédit, un système de cours de justice qui fonctionne, un système de police qui fonctionne, etc., permettre de limiter ces problèmes d'aléa moral et d'antisélection. Donc si une société n'a pas les moyens, en quelque sorte, de financer un tel système, eh bien, les problèmes sont plus graves et donc la société reste dans cette pauvreté. Alors, quelle est la réalité de ces contraintes en pratique? Il y a plusieurs questions qu'on va se poser. D'abord, la dernière chose, c'est, à cause des contraintes dont j'ai parlé, les taux d'intérêt du marché, en partie, sont plus importants pour les pauvres que pour les moins pauvres. Et donc on en vient à la question suivante, est-ce qu'ils sont tellement élevés que la rentabilité des projets que pourraient avoir les pauvres n'est tout simplement pas suffisante pour pouvoir justifier d'emprunter à ce prix? Deuxième chose, est-ce que les taux d'intérêt élevés empirent les problèmes d'antisélection? Est-ce que les taux d'intérêt élevés augmentent la tentation de ne pas rembourser? Et finalement, y a-t-il un aléa moral sur le marché du crédit? Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est des études empiriques expérimentales qui essayent de répondre à toutes ces questions. Alors d'abord, est-ce que les taux d'intérêt sont élevés? Eh bien oui, ils sont élevés. On n'a même pas besoin de faire une expérience pour ça, il suffit de regarder les données. Les taux d'intérêt sont extrêmement élevés et extrêmement variables. Par exemple, dans les villages du Pakistan, les taux d'intérêt auprès des usuriers peuvent varier de 2% à 150% dans les mêmes villages, par an. Deuxième chose, toutes les données le suggèrent, les pauvres empruntent moins de plus petits emprunts et paient des taux d'intérêt plus élevés que les riches. Et les taux d'intérêt payés par les plus pauvres sont de fait extrêmement élevés. Un exemple extrême, et on y reviendra, les taux d'intérêt de prêt à la journée pour les marchands de fruits et légumes en Inde coûtent à peu près 5% par jour, ce qui représente, vous prenez 1 plus 5% à la puissance 365, plusieurs millions par an. Donc des taux d'intérêt absolument faramineux. C'est des exemples particulièrement élevés pour ce marché-là,
Mais des taux d'intérêt de 3 à 4% par mois sont tout à fait communs. Donc 3 à 4% par mois, ça fait déjà beaucoup. Alors, donc, il est donc vrai que les taux d'intérêt sont élevés et que les pauvres payent des taux d'intérêt plus élevés que les riches. Je le signale, on y reviendra, les taux d'intérêt pratiqués par le microcrédit sont élevés aussi. On n'est pas à 3 ou 4% par mois, mais on en est facilement entre 20% et 30% par an, ce qui est évidemment des taux déjà élevés. Alors, est-ce qu'à cause de ce taux d'intérêt, les pauvres s'excluent-ils d'eux-mêmes du crédit parce que la rentabilité de leur projet ne peut pas être aussi élevée que les taux qu'ils ont à payer? Qui serait donc cette première contrainte. Alors après, a priori, ça ne paraît pas être le cas. On voit, de fait, on observe ces taux et on observe bien que les pauvres empruntent à ces taux. Les prêts des marchands de légumes, des milliers, des dizaines de milliers de marchands de légumes empruntent à ces taux tous les jours, depuis des années. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a énormément de défauts, donc ça ne représente pas vraiment la rentabilité des projets. Mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que les taux de défaut sur le marché informel sont extrêmement faibles. Donc il semble bien que les pauvres soient capables d'emprunter à ces taux et soient capables de rembourser, ce qui montre bien qu'ils ont trouvé un usage de l'argent qui est suffisant pour rembourser. C'était l'observation de Yunus. C'est-à-dire, comment peut-on dire que les pauvres ne peuvent pas emprunter alors qu'ils empruntent auprès d'usuriers à ces taux faramineux? C'est donc qu'ils sont bien capables de rembourser et que leurs projets sont suffisamment rentables pour cela. Toutefois, ce qu'on observe, c'est les gens qui ont choisi d'emprunter. Or, il est possible qu'il y ait énormément d'hétérogénéité dans les taux de rentabilité des projets et que c'est finalement une minorité infime de gens qui acceptent d'emprunter à ce taux. Et donc, ce qu'on voit en voyant le taux d'intérêt qui sont pratiqués, c'est la rentabilité pour une toute petite minorité de gens. Donc, pour ça, ce qu'on aimerait bien, c'est regarder la rentabilité de l'entrepreneur moyen, pas l'entrepreneur qui décide d'emprunter spécifiquement. Donc il y a une expérience qui nous permet de regarder ça. C'est une expérience qui a été faite au Sri Lanka. C'est une étude d'un chercheur sri-lankais, Suresh Demel, qui travaille avec deux autres chercheurs, David Mackenzie et Chris Woodruff. Donc ils sont partis d'un recensement qui a suivi le tsunami. C'était un petit peu en marge du tsunami. Un recensement de toutes les business, toutes les activités. Et ils ont retenu 405 ménages qui ont une petite entreprise de commerce ou de manufacture qui n'était pas affectée par le tsunami, parce que les gens affectés par le tsunami sont traités différemment, et qui avaient une toute petite activité avec un capital inférieur à $1,000, en excluant la maison et les bâtiments. Et l'encours moyen de ces entreprises était à peu près de $100 en machines ou en stock. Donc ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont posé beaucoup de questions à ces 405 personnes, et ensuite ils leur ont dit au début que pour les remercier, ils fait une tombola à la fin pour leur donner une petite subvention pour leur business. Donc il y avait un tiers de gens ne recevaient pas de prix, ils l'ont reçu à la fin, en fait. Un tiers de gens ne recevaient les prix qu'après un an. Un tiers de gens ont reçu tout de suite $100 et un tiers de gens ont reçu tout de suite $200. Et donc, après avoir fini, ensuite, après cette première distribution, il y a eu des vagues d'enquêtes successives, tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, qui a permis de regarder l'utilisation de cet argent et son impact sur les profits. Et donc, l'avantage de cette méthode par rapport à observer les gens qui choisissent d'emprunter, c'est qu'on a la rentabilité du capital pour... Évidemment, tout le monde a pris l'argent, puisque c'est de l'argent gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. On peut observer directement la rentabilité du capital moyenne. Alors, ce qu'on constate, c'est que la rentabilité du capital est extrêmement élevée. Donc, voici le profit moyen d'une firme en roupie bangladaise, le profit moyen d'une firme qui n'a pas reçu de bourse. Et ensuite, si elle reçoit une bourse, vous voyez qu'on passe de 3 850 roupies à 5 271 roupies. Donc c'est quand même un gros saut pour une bourse de $100. Ce qui est intéressant, c'est que passer à une bourse de $200 n'augmente pas la profitabilité. Donc il y a un très fort bénéfice de passer de rien du tout à 100. Mais par contre, pour 200, peut-être que l'entreprise devient trop petite pour absorber tant de capital d'un coup. En moyenne,
le bénéfice réel mensuel a augmenté de 5,7% de ce qui a été donné. Donc c'est une rentabilité du capital de 5,7% par mois. C'est 5,7% par mois, le bénéfice réel mensuel. Donc un taux de rentabilité de 5,7% par mois, qui je pense réjouirait énormément d'entreprises ici en France, qui est aussi un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt dont j'ai parlé précisément de 3 ou 4% par mois. Donc il semble bien que la rentabilité du capital en moyenne est largement suffisamment élevée pour permettre aux pauvres d'emprunter à ces taux-là ou à des taux relativement élevés. Ainsi, il semble que les pauvres, ou beaucoup de pauvres, puisqu'en moyenne, même les plus pauvres, qui ont des toutes petites activités de moins de 1 000 $, ont des opportunités d'investissement qui sont tout à fait rentables. Donc on pourrait penser qu'ils sont prêts à emprunter même à des taux élevés. Alors, pour regarder directement quelle était leur sensibilité au taux d'intérêt, est-ce qu'ils sont très sensibles au taux d'intérêt? Est-ce que quand le taux d'intérêt augmente, ça décourage beaucoup de gens ou est-ce que ce n'est pas le cas? Les institutions de microfinance, en général, sont très convaincues que les taux d'intérêt peuvent être élevés et que les pauvres sont tout à fait capables de payer ces taux d'intérêt élevés et sont tout à fait prêts à payer des taux d'intérêt élevés. Donc on peut augmenter les taux d'intérêt. Et de fait, elles pratiquent des taux d'intérêt qui sont en général extrêmement élevés. Un exemple, par exemple, ce n'est pas vraiment une institution de microfinance, c'est une institution de prêt à la consommation. Donc c'est quelque part entre Grameen Bank et la carte Kofi-Noga. C'est une ancienne institution de microcrédit d'ailleurs qui s'est transformée en Afrique du Sud, qui s'est transformée au fur et à mesure plutôt en une institution de prêt à la consommation, qui pratique des taux d'intérêt qui peuvent paraître extrêmement élevés, entre 8% et 12% par mois, en fonction de la classe de risque dans laquelle elle vous place. Donc c'est des taux d'intérêt qui ne seraient pas acceptables ici. Donc, Dean Karlan et Jonathan Zinman, on va voir beaucoup Dean Karlan dans ce cours, puisque c'est un des chercheurs qui a le plus travaillé sur le microcrédit. Dean Karlan et Jonathan Zinman ont travaillé avec cette institution de crédit à la consommation et en fait ont pris un registre d'anciens clients, 55 000 anciens clients, et leur ont envoyé une lettre, comme la banque le faisait régulièrement, leur ont envoyé une lettre pour leur proposer un taux. Mais au lieu de leur proposer leur taux habituel, donc entre 7,75% et 11,75%, ils ont choisi le taux aléatoirement, évidemment pas entre 0 et 1000%, mais en le variant un petit peu autour de 7,75%. Alors la plupart les gens qui avaient un taux de 7,75%, le taux était situé entre 4% et 8%, la plupart des taux offerts dans cette offre étant inférieurs aux taux auxquels les gens étaient habitués. Donc 96% des cas, les taux étaient inférieurs aux taux auxquels les gens étaient habitués. Un autre aspect de ces lettres, c'est que la durée du crédit suggéré, c'est-à-dire la durée de remboursement suggérée, était également choisie aléatoirement. Donc il y avait dans la lettre écrit, par exemple, vous pouvez emprunter tant d'argent et rembourser en un mois. Le taux d'intérêt lui-même était le taux qui était offert, mais la durée était simplement suggérée. Alors voilà la demande, le nombre de gens qui ont accepté de prendre le crédit en fonction du taux d'intérêt qui leur a été autorisé, normalisé à 0. Donc 0, c'est si votre taux d'intérêt était celui que vous avez l'habitude de prendre. Et puis, dans ce sens-là, c'est quand le taux d'intérêt est moins élevé et plus élevé. Et vous voyez que la pente est effectivement décroissante, c'est-à-dire les gens ont plus de chances de prendre un crédit si le taux est plus faible, mais elle ne décroît pas très fortement, sauf quand le taux est vraiment extrêmement élevé. Quand le taux devient trop élevé, alors là, les gens ne prennent pas. Mais quand le taux n'est pas très élevé, les gens ne sont pas extrêmement sensibles au taux d'intérêt. Réduire le taux d'intérêt de 1% par rapport au niveau habituel augmente le nombre de souscriptions de crédit simplement d'un tiers de pourcent. Donc ça veut dire par exemple de passer de 12% à 8%, qui fait donc une différence de 4%, vous ferez augmenter le nombre de gens qui acceptent de prendre un crédit simplement de 1%. Donc ce n'est pas une sensibilité très forte, correspondant un petit peu à ce que les institutions de microcrédit disent. Ils disent non, le taux d'intérêt, ce n'est pas un problème, les gens sont prêts à payer des taux d'intérêt relativement élevés, ça ne va pas les décourager.
Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les clients sont plus sensibles à une augmentation du taux d'intérêt. Comme les taux d'intérêt sont extrêmement élevés déjà, on peut penser qu'ils sont à peu près fixés au niveau optimal, que les gens acceptent le niveau le plus élevé que les gens acceptent de payer sans refuser d'emprunter. Donc les gens ne sont pas extrêmement sensibles les gens ne sont pas extrêmement sensibles à taux d'intérêt, ils ont l'air beaucoup plus sensibles à la durée de remboursement qu'on leur suggère. C'est-à-dire si on leur propose de rembourser en 4 mois, ça les intéresse beaucoup moins que si on leur propose de rembourser en 6 mois. Donc, si vous augmentez d'un mois la durée suggérée de remboursement, donc vous passez de 4 à 5, ça fait augmenter le nombre de souscriptions de 15%. Donc c'est un fort effet. Alors il faut ici montrer une note de prudence. Est-ce que les clients comprennent vraiment ce qu'est un taux d'intérêt? C'est-à-dire quand certaines institutions facturent des taux d'intérêt extrêmement élevés. Donc on a parlé de Compartamos au Mexique qui vient de faire son offre publique d'achat, rendant ainsi ses promoteurs initiaux extrêmement riches. Ce qui a énormément fâché Mohamed Younous, qui a écrit un article dans plusieurs journaux pour dire que des institutions qui pratiquent des taux d'intérêt si élevés, finalement, ne correspondent pas du tout à l'esprit de la microfinance initiale. Elles ne valent pas mieux que les prêteurs que nous essayons, que les usuriers que nous essayons de remplacer. Donc il y a ce grand débat entre les vieux sages de la microfinance et les jeunes Turcs qui pensent qu'ils peuvent faire le bien tout en se faisant du bien, disons. Et la réponse de Compartamos, c'est mais si les clients sont prêts à emprunter à ces taux, pourquoi ne leur prêterions-nous pas à ce montant? Après tout, personne ne les force à venir. Donc s'ils viennent à ce taux-là, eh bien, ça veut dire que nous remplissons finalement toujours une fonction sociale, puisque les gens acceptent de prêter. Si en plus ça permet de faire venir les investisseurs, eh bien, c'est encore mieux, puisque comme ça assurera notre pérennité. Donc ça, c'est un petit peu l'argument Compartamos versus Mohamed Younous qui dit il faut faire payer les taux d'intérêt les plus bas qui nous permettent de rester à peu près rentables. Alors l'argument Compartamos suppose que les emprunteurs comprennent les taux d'intérêt. C'est-à-dire s'ils viennent et qu'ils empruntent à 100%, ça veut dire qu'ils comprennent bien ce qu'ils sont en train de payer. Ce qui n'est pas évident. Par exemple, les institutions de microfinance en Inde présentent en général les taux d'intérêt comme ce qu'on appelle les taux d'intérêt fixes, ou en anglais flat, c'est-à-dire les taux d'intérêt que vous paierez tout au long sur l'ensemble du capital. Donc si vous empruntez 100, vous devrez par exemple payer 12% de 100 sur toute une année, bien qu'au fur et à mesure vous remboursiez le capital. Donc le taux d'intérêt effectif est 2 fois le taux d'intérêt qui est annoncé. C'est une grande dispute entre les institutions de microfinance en Inde et la Banque centrale de l'Inde, qui accuse à juste titre les institutions de microfinance de ne pas énoncer leurs conditions de prêt de manière suffisamment transparente. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que les gens comprennent bien ce qu'est le taux d'intérêt? Est-ce qu'ils font bien attention au taux d'intérêt et pas à d'autres choses qui seraient moins importantes? Donc pour le savoir, Dean Carlin toujours, avec d'autres chercheurs, ont travaillé avec la banque pour tester ce que la banque, cette institution à mi-chemin entre microcrédit et crédit de consommation, c'est ce que la banque fait en général pour faire venir pour appâter le chaland, si vous voulez, donc des manipulations de marketing. Et l'intérêt de cela, c'est que comme le taux d'intérêt, on fait varier le taux d'intérêt et on fait varier des formes de marketing qui ne devraient pas du tout être importantes en principe. Et donc on va pouvoir comparer la sensibilité à 1 point de plus de taux d'intérêt par mois, ce qui représente une somme considérable, avec des toutes petites modifications de marketing. Alors je vais vous montrer, donc ça c'est la lettre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut varier? On peut varier ça, par exemple. Est-ce qu'on met une photo? Est-ce que c'est un monsieur ou est-ce que c'est une dame? On peut varier ça. Au lieu de dire a special rate for you, on peut dire a low rate for you, un taux bas pour vous. On peut varier ça, c'est-à-dire on peut dire, est-ce qu'on peut donner plusieurs exemples de montants, de maturité et de niveau de remboursement. On peut varier s'il y a une tombola pour gagner un téléphone portable, etc.
Donc ils ont fait varier toutes ces choses, des choses qui ne devraient finalement pas compter du tout. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que prises conjointement, toutes ces manipulations un petit peu anodines dont j'ai parlé affectent la demande. Plus grave, en quelque sorte, elles affectent la demande plus que les taux d'intérêt. Par exemple, si vous mettez une photo d'une jeune femme ici, au lieu d'une photo d'un jeune homme, vous faites augmenter le nombre de souscriptions d'un quart de 0,4%. Or, si vous vous souvenez, 1 point de taux d'intérêt par mois, c'était 0,3%. Donc, une photo de quelqu'un fait, d'une femme plutôt que d'un homme ou pas de photo du tout, je regrette de dire qu'une photo d'un homme ou pas de photo, ça n'a pas de différence, fait augmenter la demande de plus que1 point de taux d'intérêt. Un autre exemple, une possibilité, c'était de dire vous pourriez utiliser cet argent pour acheter un nouveau frigidaire. Et les gens prennent ça un petit peu comme une contrainte, et donc si vous ne donnez pas d'exemple spécifique comme ça, vous faites augmenter la demande de 0,6%, soit une réduction de 2 points de pourcentage, équivalent à une réduction de 2 points de pourcentage par mois du taux d'intérêt. Troisième possibilité, cette table-là, on pourrait la faire plus compliquée avec plusieurs possibilités, etc. Il y a beaucoup de données de psychologie qui montrent que les gens n'aiment pas avoir trop de choix, parce que ça devient compliqué. Et effectivement, ne proposer qu'un seul exemple de durée et de montant augmente le taux de souscription de 0,7%, plus qu'une réduction de 2 points de pourcentage. Ainsi, ces manipulations qui sont apparemment anodines ont l'air d'avoir plus d'importance que le taux d'intérêt. Donc ça laisse à penser que la sensibilisation des clients est sans doute limitée, et par ailleurs que nous comprenons assez mal les déterminants de la demande de crédit, puisque nos modèles traditionnels, évidemment, les gens regardent le taux d'intérêt, la maturité, et puis c'est tout. On ne sait pas exactement comment expliquer tout cela. Or, tout cela est important. Donc, pour prendre ceci mis à part, les taux d'intérêt sont-ils supérieurs aux profits que les pauvres peuvent faire avec les entreprises? Il ne semble pas. D'une part, il y a des hauts rendements du capital, on l'a vu au Sri Lanka. D'autre part, il y a une faible sensibilité aux taux d'intérêt. Les taux peuvent donc être élevés. Donc, les taux pourraient être suffisamment élevés pour supporter les coûts de contrôle, etc. Alors, le problème, c'est est-ce que ces taux élevés augmenteraient, comme on l'a vu, il y a un risque que ces taux d'intérêt augmentent les problèmes d'antisélection et de hasard moral. Alors, est-ce que c'est le cas? Auquel cas, on pourrait avoir ces phénomènes de cycles et de multiplicateurs qui empêcheraient de prêter. Alors, comment pouvons-nous étudier cela? Et surtout, comment pouvons-nous distinguer l'aléa moral et l'antisélection? Comment pouvons-nous les trouver? Comment pouvons-nous prouver qu'il y a de l'aléa moral et de l'antisélection et que les taux d'intérêt les augmentent ou ne les augmentent pas? Alors, ça paraît extrêmement difficile, puisque par définition, ce sont des choses qu'on n'observe pas. Si la banque pouvait les observer, eh bien, ça ne serait plus un problème. Donc, on essaye d'observer des inobservables. Alors, comment faire? Alors, ça, c'est une étude extrêmement créative mise en place par Dean Carlin et John Zinman, toujours avec la même banque d'Afrique du Sud, qui nous a permis de progresser sur ces sujets. Et le design expérimental se construit à partir de la randomisation dont j'ai déjà parlé sur le niveau de taux d'intérêt. Alors, première question qu'on peut se poser, souvenez-vous, nous savons que ceux qui ont reçu une offre élevée ont tendance à emprunter un petit peu moins que les autres. Est-ce qu'ils remboursent moins? Ceux qui ont accepté d'emprunter à ce taux-là, est-ce qu'ils remboursent moins? Eh bien oui, ils remboursent un peu moins. La proportion de crédits qui ne sont pas remboursés à l'échéance passe de 10,5% pour ceux qui ont reçu une offre élevée et ont emprunté à ce taux, à 8,2% pour ceux qui ont reçu une offre faible et ont emprunté à ce taux. Mais cet effet, cette différence, pourrait être due soit à l'aléa moral, soit à l'antisélection. Alors l'antisélection, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui ont accepté d'emprunter à ces taux sont des gens qui prévoyaient de ne pas rembourser. L'aléa moral, ceux qui ont emprunté à ces taux se sont trouvés avec un taux d'intérêt plus élevé et ex post se sont dit « Ah bien, c'est trop élevé, moi je vais plutôt m'enfuir avec l'argent ». Ou même, s'ils avaient l'intention d'emprunter, le poids du remboursement est peut-être devenu trop élevé par rapport à leur rentabilité. Donc, c'est le problème habituel d'identification dont nous avons parlé depuis la leçon inaugurale. Comment séparer un effet de sélection, c'est-à-dire les gens qui acceptent d'emprunter à des taux d'intérêt élevés sont différents, et un effet de traitement, si vous voulez,
le taux d'intérêt lui-même a un effet sur la décision de rembourser. Alors que, donc c'est notre problème habituel, sauf qu'en général, nous sommes intéressés seulement par l'effet de traitement, alors que là, l'effet de sélection nous intéresse aussi. On aimerait bien pouvoir isoler l'effet de sélection. Alors la solution, extrêmement maligne, c'est de faire la chose suivante. Donc les gens arrivent avec leur lettre. Donc ils reçoivent une lettre et ils décident « Ah ben oui, ce taux-là, ça me convient, je vais aller emprunter ». Donc ils doivent aller à la banque pour aller emprunter. Ils vont dans une branche. Ils commencent à parler avec leur conseiller, qui rentre leurs données dans l'ordinateur. Et là, de temps en temps, au hasard, l'ordinateur dit « Ah ben finalement, le taux d'intérêt sera faible ». Donc on ne passe jamais de faible à élevé, mais pour ceux qui arrivent avec un taux d'intérêt élevé, de temps en temps, on les ramène à un taux d'intérêt faible. Donc nous pouvons avoir ainsi deux clients qui ont reçu une offre différente de taux. Un est venu a accepté d'emprunter avec un taux élevé et l'autre a accepté d'emprunter avec un taux faible. Mais ils ont au final le même taux, puisque l'ordinateur a ramené ceux qui avaient le taux élevé au taux faible. Comparer les performances de remboursement nous permet de manifester, de découvrir l'antisélection. Il n'y a pas d'effet de traitement, puisque le taux au final est le même, mais il y a l'effet de sélection seulement. OK ? Deuxième chose, nous pouvons donc comparer deux personnes qui sont venues les deux avec le taux élevé. L'une d'entre elles l'a gardé et l'autre a reçu, grâce à l'ordinateur, un taux faible. Donc nous avons maintenant le même effet de sélection. Nous contrôlons pour l'effet de sélection et nous n'avons que l'effet de traitement. Troisième chose, cet effet de traitement pourrait être dû soit à l'aléa moral directement, soit à des chocs que les gens subiraient et qui les empêcheraient de rembourser quand les taux d'intérêt seraient élevés. Pour les distinguer, certains clients qui ont une offre faible se voient offrir la possibilité de garder ce taux faible s'ils remboursent effectivement. Donc c'est ce qu'on appelle des incitations dynamiques, c'est-à-dire je compte sur votre désir de conserver ce taux avantageux pour vous discipliner. Donc c'est un design expérimental très intelligent puisqu'il nous permet à la fois de comparer l'effet des taux d'intérêt en comparant des gens qui ont eu une forte offre mais qui ont soit un taux réalisé élevé, soit un taux réalisé faible, et l'antisélection en comparant des gens qui finissent avec un taux faible, mais certains ont accepté de venir avec un taux fort et les autres avec un taux faible. Alors quel est le bilan ? Donc voici le taux de remboursement pour ceux qui ont un taux faible dans la lettre et qui de fait terminent avec un taux faible. Voilà le taux de remboursement pour ceux qui terminent avec un taux faible, mais ont reçu dans la lettre un taux élevé. Donc c'est l'effet antisélection, et vous voyez, il n'y a presque rien. L'effet hasard moral, taux faible, on compare maintenant un taux fort on compare des gens qui ont un taux fort et qui sont venus avec un taux fort avec des gens qui ont un taux faible et qui sont venus avec un taux fort. À nouveau, peu de différence. Ce qui fait vraiment une différence, c'est de promettre aux gens de garder leur taux faible. Donc on a de fait un problème d'aléa moral, c'est-à-dire on peut donner aux gens des incitations à mieux se comporter en leur promettant de conserver une offre plus favorable que celle auxquelles ils sont habitués. En revanche, augmenter les taux d'intérêt ne crée ni trop d'aléa moral, ni trop d'antisélection. Donc ça confirme à nouveau la possibilité que les taux d'intérêt peuvent être élevés sans que le marché s'effondre. Ça ne signifie pas qu'ils doivent être élevés, mais ils peuvent être élevés sans que le marché s'effondre. Par contre, tous ces problèmes d'aléa moral ne sont pas seulement dans les rêves des banquiers et des économistes, ils existent réellement, et donc fournir des incitations aux gens est important. Alors, cela nous permet donc cette espèce de réflexion plus abstraite que celle auquel nous sommes habitués, bien que nous avons pu montrer ces paramètres sur de vraies expériences, nous permet de comprendre comment la microfinance résout le problème de l'aléa moral.
Donc il y a un problème d'aléa moral. Comment la microfinance le résout-elle? Alors le modèle canonique du microcrédit a 7 éléments. C'est résumé très bien dans un livre de Jonathan Murdoch et Béatrice Armendariz-Dehaguian sur le microcrédit. D'abord, il ne prête essentiellement qu'aux femmes. Ensuite, il demande en général aux gens de rembourser chaque semaine. Il prête en général en groupe avec une responsabilité solidaire, c'est-à-dire c'est un groupe de 5 à 10 femmes et chacune d'entre elles doit rembourser pour que tous aient droit au crédit la prochaine fois. Cela fonctionne sur un système de réunions régulières où les gens se rencontrent toutes les semaines pour rembourser, mais aussi échanger. On peut aussi en profiter pour faire des formations sur des choses diverses et variées. Au départ, les prêts sont tout petits et augmentent avec le temps, donc il y a cet effet d'incitation dynamique qu'on voyait précédemment. Ça emploie énormément de personnel, avec du personnel peu payé, qui reçoit des incitations très fortes basées sur les taux de remboursement pour faire rembourser aux gens. Donc si les gens ne remboursent pas, ils viennent chez eux, ils travaillent avec eux, ils discutent avec eux. Donc ça se fait vraiment avec beaucoup d'agents de crédit. Donc tout ça finalement coûte assez cher et les taux d'intérêt sont élevés, au moins 20% par an, souvent plus que cela. Donc le microcrédit fonctionne à partir de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les taux d'intérêt peuvent être élevés, c'est comme ça que le microcrédit fait les choses. Alors, ce que je voudrais faire un petit peu pendant les minutes qui viennent, c'est de réfléchir lesquels de ces éléments sont importants. Entre, disons, 1976, où le microcrédit a commencé, et 2000, on a beaucoup discuté de cela en théorie. On a dit pourquoi tous ces aspects ont été étudiés sous toutes les coutures d'un point de vue entièrement théorique. Et puis plus récemment, eh bien, tout un groupe de chercheurs et d'institutions de microcrédit ont travaillé ensemble pour essayer de voir ce qui comptait vraiment, ce qui marchait vraiment, ce qui était vraiment important, pas seulement en théorie, mais en pratique. Alors d'abord, prêter aux femmes. Alors pourquoi les institutions prêtent-elles aux femmes? Il y a 3 raisons qu'on entend dans les institutions, disons Mohamed Younous ou tous les autres institutions de microcrédit. D'abord parce que les femmes sont plus fiables, donc ce serait intrinsèquement, elles remboursent mieux, elles sont plus sujettes à la honte, etc. Donc elles sont des meilleurs clients, première chose. Deuxième chose, un but social, puisque prêter aux femmes, donc faire entrer l'argent par les femmes, augmente leur pouvoir décisionnel au sein du ménage et améliore leur statut au sein du ménage, ce qui est d'une part un objectif en soi, puisque ça leur redonne du pouvoir au sein du ménage. D'autre part, on pense souvent que ça permettra d'améliorer la vie de tous dans le ménage, par exemple, d'améliorer l'éducation, la santé, etc. etc. Donc c'est un objectif social de prêter aux femmes. Et finalement, ce qu'on entend beaucoup dans les institutions de microfinance, c'est que les femmes comme elles n'ont pas d'autre accès au crédit, alors que les hommes peuvent avoir plus d'accès aux banques, etc., comme les femmes n'ont aucun autre accès au crédit, leur rentabilité du capital est plus élevée. Donc ça aussi, cela justifie qu'elles soient capables de mieux rembourser. Non seulement elles sont intrinsèquement plus fiables, mais en plus, leur rentabilité du capital est plus élevée. Et ça, c'est un peu un acte de foi, disons, des institutions de microcrédit. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, sur le premier point, nous ne disposons malheureusement pas d'expérience sur la question, donc on va dire que c'est vrai, disons. Le deuxième point, nous y reviendrons. Quand nous parlerons de l'impact du microcrédit sur la vie du foyer. Et le troisième point, est-ce que c'est vrai que les femmes, la productivité du capital pour les femmes est plus élevée que pour les hommes? Alors, ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'expérience du Sri Lanka dont nous avons déjà parlé, où donc on donne du capital aux femmes et aux hommes. Il y avait les deux dans l'échantillon, donc on peut regarder. Alors, voyons. Donc, voilà la productivité du capital pour les hommes. Donc, même chose, à peu près le même dessin qu'on avait avant. On fait un grand saut en passant de pas de bourse à $100 de bourse, puis pas d'amélioration en passant à 200. Et pour les femmes, aucun effet. Donc on donne des bourses dans cet échantillon, ça ne veut pas dire que il n'y a pour le moment qu'une seule expérience, mais dans cet échantillon, la productivité du capital pour les femmes est 0.
Alors comment cela se fait? En pratique, dans cet échantillon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les emprunts les plus petits, de 100 $, pas les emprunts d'ailleurs, les dons les plus petits, n'ont en fait pas été investis dans l'entreprise. Donc ça explique pourquoi ça n'augmente pas les profits. Elles s'en sont servies pour autre chose, pour la famille. Mais les emprunts les plus gros ont été investis dans l'entreprise. Or, même cela ne se traduisent pas en une augmentation de la productivité, une augmentation des profits. Et cela, les auteurs l'expliquent en disant que les femmes sont en fait dans des secteurs qui sont beaucoup moins productifs. Elles sont dans des... Quand on se restreint aux mêmes entreprises, quand on regarde les femmes et les hommes dans les mêmes entreprises, la différence entre la productivité du capital pour les hommes et pour les femmes se réduit de beaucoup. Alors c'est un résultat extrêmement provoquant qu'il faut absolument répliquer dans d'autres endroits pour dire si c'est vraiment vrai. Mais on ne peut pas dire que ça vient complètement de nulle part. De fait, on a d'autres exemples de faible rendement du capital. Une étude de Christopher Youdry qui montre au Burkina Faso que la productivité des champs des femmes est beaucoup plus faible que celle des champs des hommes, et une étude qui réplique ça au Ghana, qui montre à nouveau la même chose. Or, le fait que les hommes et les femmes puissent avoir des productivités, alors que les hommes et les femmes sont dans les mêmes familles, le fait qu'ils et elles puissent avoir des activités dont le rendement est extrêmement différent de l'un à l'autre, suggère que la famille fonctionne très mal. Parce que si la famille fonctionnait bien, je donne 100 $ à l'activité de la femme, si jamais ces bourses n'étaient absolument pas restreintes, les gens pouvaient les utiliser comme ils voulaient. Donc je donne 100 $ à l'activité de la femme, si la productivité de l'activité de la femme est plus faible, on devrait les employer sur l'activité de l'homme. De même dans les champs, si pour une raison ou pour une autre, les champs des femmes sont moins productifs que les champs des hommes, eh bien on devrait réattribuer les ressources pour que ce ne soit pas le cas. Or, donc, il semble bien que les ressources ne sont pas attribuées dans le ménage de la manière la plus efficace, ce qui traduit très certainement des conflits entre les familles où il est très important pour chaque personne de garder un contrôle sur des ressources, même si la taille du gâteau global est plus faible, au moins chaque personne s'assure d'en recevoir une part minimum. Deuxième chose, ça signifie sans doute aussi que les entreprises familiales, et en partie celles des femmes, n'ont pas toujours pour objectif de maximiser la productivité, mais peuvent avoir d'autres objectifs. Donc, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à interviewer des entrepreneurs, des gens qui avaient des petits business comme ça dans de nombreux pays, et on entend souvent que la petite entreprise de la femme est moins destinée à devenir une grande entreprise un jour qu'un moyen d'un petit revenu supplémentaire qui permet à la femme de travailler tout en jetant un coup d'œil sur ses enfants. Donc il est possible que ce ne soit pas une activité auquel qui que ce soit prête une attention très très forte. Et cela, plus généralement, je pense que c'est un point extrêmement important qu'il faut garder en tête quand on évalue ou quand on réfléchit au microcrédit, et on va y venir quand on va voir les évaluations d'impact. C'est bien qu'il y ait beaucoup de petites entreprises dans les pays pauvres, il n'y a pas forcément plus de gens qui sont entrepreneurs innés, qui sont destinés à vouloir faire de cette entreprise quelque chose qui va grandir plus. Beaucoup de gens ont ces entreprises un petit peu par défaut, parce que c'est la meilleure activité qu'ils puissent avoir, qu'ils n'ont pas réussi à trouver un autre job, ou qu'ils ne sont pas capables parce que, par exemple, elles s'occupent en même temps de leurs enfants, donc elles ne voudraient pas être dans une usine. Donc voilà pour les femmes. Alors bon, on en reste, on n'est pas tout à fait sûr si c'est effectivement efficace. Si prêté à des femmes en tant que telles, puisqu'on n'a pas d'évidence sur le premier point, parce que les femmes sont intrinsèquement remboursent mieux, on ne sait pas vraiment si prêter à des femmes est ce qui permet au microcrédit de marcher. Deuxième chose, l'échéance de remboursement hebdomadaire. Alors, beaucoup d'institutions de microfinance sont convaincues qu'un échéancier régulier qui démarre immédiatement est essentiel au bon remboursement. Donc même quand ils prêtent, par exemple, à des agriculteurs qui achètent des vaches. Donc si vous achetez une vache, le rendement, vous n'obtiendrez aucun rendement de votre vache en attendant qu'elle ait grandi et qu'elle ait des veaux. Or, si vous achetez une vache grâce à un emprunt de microcrédit, vous devez commencer à rembourser immédiatement. Donc du point de vue du calendrier de la production, ce n'est pas le calendrier le plus efficace.
Mais pour les institutions de microfinance, c'est essentiel de travailler de cette manière-là, puisque ça introduit une discipline. Et aussi, c'est plus facile pour chaque personne de réunir la somme de 100 roupies, 200 roupies qu'il faut pour rembourser chaque semaine, que de réunir une somme plus importante s'il devait rembourser tous les mois ou même tous les 6 mois. En revanche, certains clients potentiels se disent découragés par les remboursements hebdomadaires, à la fois parce que le calendrier de remboursement ne correspond pas au calendrier de l'activité, comme dans le cas des vaches par exemple, et à cause des réunions hebdomadaires qui prennent beaucoup de temps.